Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Cette semaine, je vous invite à découvrir ces hommes talentueux que le roi Louis XIV employa pour servir la grandeur de son règne et de son royaume. Nous avons consacré les premiers épisodes de cette série au jardin potager du roi avec Jean-Baptiste de la Quintinie et à ses parcs avec André le Nôtre. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous un autre grand serviteur du roi, Sébastien le Prestre de Vauban, son ingénieur et architecte militaire, que Louis XIV fit maréchal de France. Nous sommes au mois de mai 1678, à Dunkerque. L'air vif, venu de la mer, secoue les toiles des tentes alignées près de la jetée. Il est 4 heures du matin. Le hennissement des chevaux rompt le silence de la nuit. Le marquis de Vauban n'a pas dormi. Depuis la veille, il reprend méthodiquement chaque trait de son plan. Il vérifie l'orientation des redoutes, le tracé des canaux, l'emplacement des bastions. Il vient d'avoir 45 ans. On lui a confié la confection du port militaire de Dunkerque. C'est un projet hors norme qui, une fois achevé, devrait être son chef-d'œuvre. Autour de la ville, 30 000 hommes campent. Ils travaillent par équipe, en alternance. Vauban a réglé leur journée comme celle d'une armée en temps de guerre. Levés à 4 heures du matin, au coup du canon. 10 000 hommes partent en rang serré avec leurs armes vers le chantier. Une fois arrivés, ils prennent leurs outils, déposés sur place, et travaillent jusqu'à 9 heures. Au signal d'un nouveau coup de canon, ils sont relayés par une autre équipe de 10 000 hommes qui sont relayés à leur tour à 16 heures par la dernière équipe. Fin des travaux à 20 heures. Malgré ce rythme rigoureux, la construction du port est loin d'être achevée. Il ne se passe pas un mois sans que Vauban ne nourrisse une idée nouvelle destinée à parfaire un projet dont il ne se montre jamais satisfait. À Paris, il jouit d'une telle réputation que personne dans l'entourage de Louis XIV n'ose contredire ses propositions. Ce mois de mai 1678, Vauban a reçu un courrier de Colbert, secrétaire d'État de la Maison du Roi. Colbert, qui pour la construction du port militaire de Dunkerque incarne une double et redoutable autorité, puisqu'il est à la fois secrétaire d'État à la Marine et contrôleur général des finances. Monsieur de Louvois m'a dit que vous pouvez donner le temps d'1 mois entier de votre application aux travaux de Dunkerque. Et le roi m'a ordonné de vous écrire la même chose, en sorte que le commencement de l'exécution de vos desseins ayant aussi heureusement réussi par l'ouverture du banc qui s'augmente tous les jours, je ne doute pas que vous ne considériez ce travail comme l'une des plus belles choses que vous ayez faites jusqu'à présent, puisque toutes les apparences veulent que vous pourrez donner à Dunkerque un port qui le rendra capable de recevoir les vaisseaux de 7 à 800 tonneaux, en sorte que le roi y pourra tenir une escadre de vaisseaux aussi forte qu'il lui plaira, et par conséquent augmenter considérablement sa puissance maritime. Vous pouvez être assuré que pour une dépense aussi considérable que celle-là, les fonds ne manqueront pas, pourvu qu'on m'informe de ce qu'il faudra. Quelques semaines plus tôt, Louis XIV est venu inspecter les travaux. Il s'est montré impressionné par l'ordre martial instauré par Vauban. Monté sur un magnifique cheval espagnol, le roi, levé à la première heure, a parcouru chacun des chantiers interrogeant les officiers. Dunkerque est pour lui un point d'importance stratégique majeur. Tour à tour, anglaise et espagnole, la ville a été cédée à la France en 1661, moyennant une somme exorbitante. Le roi était venu, selon la coutume, recevoir le serment de ses nouveaux sujets. La liesse des habitants avait alors montré que leur cœur n'avait jamais cessé d'être français. Louis XIV a changé le projet d'origine, qui était de faire de Dunkerque un port de retraite pour la marine marchande. Il a compris l'importance stratégique de la place et le danger que représentait une telle ouverture sur la mer du Nord si l'on ne se décidait pas à la fortifier. Il demanda alors à Vauban de construire un port qui soit une forteresse imprenable. Il s'agissait de creuser un bassin pouvant contenir 20 vaisseaux de 40 à 60 canons, et de construire des forts et des bastions capables d'abriter une armée, de relier la ville avec d'autres villes à l'aide de canaux, afin de créer un grand centre d'armement pour l'armée et la marine.
Le plus difficile était de rendre praticable le chenal qui était obstrué par un immense banc de sable. Il fallait donc avant tout pratiquer une coupure de 607 mètres dans le banc de sable, élargir et creuser sur une longueur de 1000 toises le chenal et le protéger par des batteries et des terrassements. Pour ce projet pharaonique, Louis XIV nomme Vauban en qualité d'ingénieur chargé de la conception et de la direction des travaux. Au cours des 25 dernières années, il s'est distingué par d'extraordinaires compétences comme constructeur de fortifications, mais aussi comme stratège. Pour comprendre comment Vauban en est arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. D'abord engagé à 17 ans, comme cadet dans les troupes de Condé, il se constitua prisonnier et rallia la cause du roi. Mazarin le fit amener pour l'interroger. Il décela immédiatement dans le regard perçant de ce jeune homme vigoureux une détermination et une intelligence hors du commun. Vauban n'avait pourtant encore rien fait d'autre que montrer une intrépidité admirable dans les combats. La Fronde, ce vaste mouvement de contestation qui avait armé une partie de la noblesse contre le roi, touchait à sa fin. On accueillait alors à bras ouverts ceux des frondeurs qui manifestaient le désir de revenir dans le giron de l'autorité royale. Vauban fut adopté, avec beaucoup d'autres, comme repenti, sans qu'il soit inquiété le moins du monde par la justice royale. Vauban est donc un tout jeune homme lorsqu'il intègre comme volontaire un régiment placé sous l'autorité d'une personnalité qui décidera de sa vocation, Louis-Nicolas de Clerville, ingénieur nommé par Louis XIV commissaire général des fortifications. Choix singulier, fait par un garçon qui, rappelons-le, n'est alors qu'un aventurier passablement opportuniste, auquel on accorde certes d'indéniables dispositions à la bravoure dans les combats, mais enfin rien qui fasse entrevoir un futur ingénieur. Pourtant, ses supérieurs, ses compagnons d'armes, remarquent chez lui d'étonnantes capacités d'observation. Quel que soit le temps, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, il scrute le terrain qu'occupent les armées, prend des notes. Il semble relever méthodiquement chaque particularité du paysage, étudie sa configuration, note le mouvement des troupes entre deux actions d'éclat. Au fil des campagnes, il comprend le rôle déterminant que jouent les ingénieurs quand on assiège une ville. Or, il a bien vu que ces ingénieurs, pour l'heure, sont le maillon faible de l'armée. Avant, le corps des ingénieurs n'avait qu'une existence précaire et des attributions intermittentes. Le roi mettait-il le siège devant une place, on détachait quelques officiers subalternes de l'infanterie qui étaient chargés de la conduite des travaux. La ville prise ou le siège levé, ces officiers rentraient dans leur régiment avec le titre d'ingénieur qui ne leur donnait droit à aucun avantage. Si le régiment était dissous, comme cela arrivait fréquemment après une campagne, les ingénieurs étaient licenciés. À cette précarité s'ajoute l'extrême vulnérabilité des ingénieurs au plus fort de la bataille. Le siège de Montmédy est un véritable tournant. Le constat est dès lors établi sans ménagement. Pour Vauban, le métier d'ingénieur n'existe tout simplement pas, et puisque selon lui, il est la cheville ouvrière de la guerre, il demande à le créer. Son caractère, quoique empreint d'une extraordinaire détermination, ne le montre pourtant jamais rebelle. Il sait que sous l'autorité de Clerville, il n'a pas encore son mot à dire sur la manière de construire un rempart. Il a pourtant des idées précises sur la question. Mais dans les 3 premières années de son service, il se contente d'investir un domaine laissé vacant par ses supérieurs, les tactiques d'approche lors des sièges. Là, au moins, il sait qu'il ne trouvera personne pour contester ses suggestions, si jamais il lui vient une idée pour améliorer tel ou tel dispositif. L'occasion va lui être rapidement donnée de se manifester ouvertement, lors du désastreux siège de Valenciennes en 1656. Valenciennes est aux mains des Espagnols. Les armées de Louis XIV sont divisées en 2 corps, l'un commandé par La Ferté et l'autre par le célèbre Monsieur de Turenne. Il fait un temps affreux. Le froid, la pluie rendent les communications difficiles. Vauban
Dubitatif a entendu la décision prise par les officiers de créer une voie de communication entre les deux corps d'armée. On projette la construction d'une chaussée qui traversera les champs marécageux et permettra une liaison facile entre les commandements. Erreur fatale. Vauban explique en vain qu'un tel ouvrage nécessitera tellement de temps que les troupes ennemies auront tout loisir de fondre sur les armées du roi avant qu'il ne soit achevé. Non, ce qu'il faut faire sur ce champ marécageux, c'est une sorte de pont à tréteaux. On appelle ça à l'époque un pont de chevalet, qui sera achevé en 1 semaine et qui empêchera tout funeste coup de main de l'adversaire. Vauban a vu juste. L'ennemi, profitant de ce que le gros des troupes travaillait à la construction de la fameuse chaussée, fait ouvrir les écluses qui barrent le lit de l'Escaut. En quelques heures, la plaine est inondée. Les armées de Turenne et de La Ferté sont coupées l'une de l'autre. L'ennemi fond sur les troupes. Vauban n'en demeure pas moins fidèle à son camp malgré la catastrophe. On ne l'a pas écouté. Il obéit malgré tout, se bat avec fougue et grièvement blessé. Malgré d'horribles souffrances, il ordonne qu'on le porte sur les points stratégiques au plus fort de la bataille et tente de faire entendre sa voix pour renverser le sort, en vain. C'est la débâcle. Le lendemain, Condé, qui combattait alors contre Louis XIV, est maître du terrain. Il n'est pas concevable combien les Français firent de fautes à Valenciennes. Jamais lignes ne furent plus mal faites et plus mal ordonnées, et jamais ouvrage plus mal imaginé que la digue à laquelle on travailla prodigieusement pendant tout le siège et qui n'était pas encore achevée lorsqu'on fut obligé de la lever. Suite à ce désastre, La Ferté comprend, mais trop tard, que Vauban avait raison. Gratifié du titre d'ingénieur militaire responsable des fortifications, Vauban le suit jusqu'en Lorraine avant de rejoindre le régiment de Turenne. Il a 25 ans, la confiance des généraux lui est acquise, celle de Colbert et celle, précieuse entre toutes, de Louis XIV. Je vous donne rendez-vous sur votre plateforme préférée pour écouter la seconde partie de ce récit consacré à Vauban, ingénieur de guerre de Louis XIV. Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Les années ont passé depuis le désastre du siège de Valenciennes. Vauban a acquis l'estime puis l'admiration du roi, de ses ministres et des généraux de l'armée. La qualité d'ingénieur militaire, enfin reconnue, donne à Vauban un pouvoir d'action décisif durant les campagnes. Son génie s'apprête à éclater au grand jour. Nous sommes en 1673. Louis XIV a 35 ans. Il n'est plus un simple monarque. Depuis 10 ans, on le représente couronné des rayons du soleil et accompagné d'une devise « Nec pluridus impar », à nul autre pareil. Il s'est entouré de personnalités civiles et militaires qui ont en commun l'intelligence, l'ambition, le charisme et qui sont tous des visionnaires. En 1673, la Hollande partage avec l'Angleterre une puissance maritime sans équivalent. Elle est aussi la puissance commerciale par excellence d'une Europe très divisée. En soumettant la Hollande, Louis XIV sait qu'il pourra acquérir la suprématie maritime qui manque à sa gloire. Sa récente avancée sur les terres de Flandre lui ouvre grand la porte sur les terres du Nord. Il sait que les armées terrestres hollandaises sont faibles. S'il tarde à attaquer, c'est qu'il s'évertue avec acharnement à constituer à Dunkerque, au Havre, à Brest, à Toulon, une flotte qui fasse concurrence avec celle de l'ennemi. Il enrôle 60 000 matelots et appelle les enfants de la noblesse française à prendre la mer. La Hollande est alors dirigée par 2 instances à la fois complémentaires et contradictoires qui peuvent se définir ainsi. Il y a un grand pensionnaire qui s'occupe des affaires politiques et un gouverneur qui représente une autorité militaire. Or, au printemps 1673, ces 2 pouvoirs sont profondément divisés. Une aubaine pour Louis XIV. Soucieux toutefois de garder le secret le plus longtemps possible sur ses intentions, il lance une partie de son armée en direction de Bruxelles pour semer le doute sur son projet. La ruse réussit.
Les Hollandais dégarnissent leurs principales troupes vers la Belgique. Le roi Soleil, qui dirige lui-même les opérations, peut fondre sur la ville qui concentre toutes ses ambitions, Maastricht. Insolente richesse, qui s'ajoute à un affront encore plus insupportable pour le roi Soleil. On dit qu'une monnaie a été frappée à Amsterdam, portant la légende suivante. In conspectu meo stetit sol. À mon aspect, le soleil s'est arrêté. Le soleil, bien sûr, c'est Louis XIV. En juin, les vaisseaux français alliés aux Anglais se heurtent à la Hollande. L'amiral hollandais Ruyter dira « Ce jour-là, nous n'avons pas combattu des hommes, mais des démons. » En quelques jours, Maastricht est encerclé. C'est là qu'intervient le marquis de Vauban, qui va donner la plus éclatante des victoires à son roi et se couvrir de gloire. Depuis les premiers jours d'approche, l'ingénieur a observé consciencieusement l'aspect des fortifications de la ville et ses alentours. Il sait que les forces françaises sont 10 fois supérieures à celles qui constituent la garnison de Maastricht. Mais il s'abstient de nourrir tout enthousiasme prématuré. D'abord parce que les Hollandais attendent des renforts qui ne devraient pas tarder à se montrer. Ensuite parce que l'armée ennemie, comme toute armée assiégée, a le pouvoir de réduire en miettes des compagnies entières si celles-ci se présentent à découvert. Or, les manœuvres d'approche à cette époque se limitent au creusement d'une tranchée unique, rectiligne, en direction des remparts. C'est une erreur fatale. Outre qu'on reste à découvert, les embouteillages de soldats sont fréquents, voire inévitables. Une telle tactique menace les armées les plus expérimentées. Vauban, quelques mois auparavant, a reçu avec grand intérêt le témoignage d'un certain Paul, simple soldat, qui s'était battu en Italie contre les Turcs à Candie. L'ennemi avait remporté une grande victoire sur la forteresse qu'il assiégeait grâce à un procédé absolument extraordinaire. Il s'agissait de creuser des tranchées rayonnantes autour des remparts en prenant soin de les faire en zigzag. Puis, à mesure de la progression, de creuser d'autres tranchées parallèles aux remparts en constituant ainsi des cercles concentriques. Ce système permettait une communication parfaite entre les commandements, facilitait la mobilité des troupes et permettait, grâce à ces fameux zigzags, de se protéger contre ce qu'on appelait à l'époque les bombarderies. Les bombarderies, c'est ainsi qu'on désigne naturellement les bombardements. Vauban, dont l'esprit ne cesse de s'abreuver à la source des idées les plus novatrices, a saisi d'emblée tout l'intérêt de cette tactique. Nous sommes le 17 juin 1673. Louis XIV, monté sur un splendide cheval à la robe de nacre dorée, parcourt au galop les différents points choisis par Vauban pour creuser les tranchées. Les soldats français sont au comble de l'excitation. Le roi Soleil, précédé et suivi par sa garde suisse, se rend vers le campement de ses mousquetaires, qui seront les premiers à attaquer. Parmi eux, un nom qui a traversé les frontières et les siècles, d'Artagnan. Dans la nuit du 17 au 18 juin 1673, Vauban explique à Louis XIV la difficulté propre au rempart de Maastricht. Cette ville, contrairement aux autres, est entourée par 4 ceintures de fortifications, 4 boucliers, chacun d'une épaisseur certainement impressionnante. Il s'agira d'investir les tranchées creusées, selon un plan bien précis, où l'artillerie jouera un rôle central. Encore une nouveauté. Le lendemain matin, le 18 juin, l'ennemi tente une sortie. Caché par les blés, il se heurte aux fantassins français, mais la cavalerie de Monsieur Frère du Roi, qui se tenait en embuscade, fond sur eux et les contraint au repli. Le lendemain, Vauban organise avec les généraux la répartition des troupes d'assaut. On dispose de 26 000 fantassins, 19 000 cavaliers et, chose impensable à l'époque, de 58 canons. Vivres et munitions ont été stockés pour 6 semaines. L'ingénieur a hâte de voir le résultat de son dispositif. Il se souvient de cette époque où la tranchée était surnommée la boucherie, tant les victimes y étaient nombreuses. Avec lui, ce sera fini. La forteresse comporte un point faible, la porte de Tongres. Sa structure de bois et de pierre mélangées la rend vulnérable.
Alors Vauban ordonne la mise en place de 28 canons servis par l'armée d'élite du roi. Dans les rangs des officiers, certains murmurent. Comment ? Les artilleurs ? Cette engeance détestable ? Ces mercenaires payés aux coups de canon qui s'enfuient dès la première déconvenue ? Oui, mais ça, c'était avant. Vauban a fait changer la donne. Il sait que l'artillerie est l'avenir de l'armée. Il a œuvré inlassablement pour que les artilleurs deviennent des soldats à part entière, tenus par serment de fidélité au roi. Le jour se lève. Les canons ont été dirigés vers la porte de Tongres. Vauban, conscient que se joue aujourd'hui un chapitre central de son destin, a prié Louis XIV d'être présent auprès des canonniers. À la vue de Sa Majesté, les soldats exultent, certains sont en larmes. Vauban galvanise ses compagnons. Il est assisté de Regnault, son élève le plus doué. L'ordre de tir est donné. Le ciel, resté bleu depuis 2 jours, se voile de fumée. La muraille foudroyée tremble. En 30 heures, les Français tirent plus de 5000 boulets, un projectile toutes les 20 secondes. L'ennemi commence par répliquer timidement, puis c'est le silence. Les premiers contreforts sont détruits. Pour entrer dans la ville, reste un dernier bastion, une fortification qui porte le nom de Demi-Lune. Cette dernière est redoutable. Vauban a averti le roi que dès que la tranchée ouverte par les ingénieurs sera à portée de tir de cette demi-lune, il faudra la prendre de force. Dans la nuit du 24 au 25 juin, Louis XIV lance l'assaut. Il a engagé pour cette action sa troupe d'élite, les fameux mousquetaires, à leur tête, d'Artagnan. En moins d'1 heure, la demi-lune est aux Français. Mais il faut faire vite. Le gouverneur de la place, avec l'énergie du désespoir, a fait rassembler toutes les troupes qui restent, avec pour mission de reprendre la demi-lune coûte que coûte. En moins d'une demi-heure, des centaines de soldats fondent sur les mousquetaires. Ils ne sont qu'une poignée, ces mousquetaires, mais ils se défendent avec rage. Peine perdue, ils doivent céder la place. D'Artagnan a été frappé d'une balle à la gorge. Il expire sur le chemin. Ceux des mousquetaires qui rentrent au camp ont l'épée cassée ou sanglante jusqu'à la garde. Mais rien n'arrêtera la marche inexorable des armées de Louis XIV. Après quelques jours, Maastricht tombe. Le gouverneur demande la capitulation. 1800 morts chez l'ennemi. Vauban a vu quelques-uns de ses ingénieurs tomber, mais de boucherie, il n'y a pas eu. Il écrit au ministre Louvois. « Je crois que monseigneur sait bien que le pauvre Regnault a été tué raide, dont je suis dans une extrême affliction. Bonnefoy a été blessé ce soir au bras. J'ai laissé tous les autres en bon état. Je prie Dieu qu'il les conserve, car c'est bien le plus joli troupeau qu'il est possible d'imaginer. » Fidèle à son goût pour les fêtes somptueuses, Louis XIV va célébrer avec tout le faste possible la prise de Maastricht. Au cœur de ces journées de liesse, l'entrée triomphale du roi dans la citadelle, précédée et suivie par ses troupes d'élite, les chevaux légers, les gardes suisses, les artilleurs. Vauban, lui, estime avoir fini son travail. Il est déjà parti pour Trèves, où les travaux d'approche ont commencé. Son procédé est maintenant éprouvé. Il va se contenter de donner ses instructions aux ingénieurs. Puis le programme fixé, sans douter un seul instant de son succès, il part pour l'Alsace, où il doit inspecter de nouvelles constructions. Pour la première fois de sa vie, il éprouve une intense satisfaction du travail bien fait. Et comme il aime à le dire lui-même, il peut enfin s'épanouir la rate. Il a réussi ce qu'il voulait. Convaincre le roi de faire de la France une zone bien gardée, une forteresse imprenable, ou selon son expression, un pré-carré. Suivant les conseils de l'ingénieur, Louis XIV va s'appliquer à prendre les villes que Vauban lui indique comme des points stratégiques, ou inversement, comme des maillons faibles à renforcer. Les années passent, son ardeur ne faiblit pas, et son courage se manifeste lors de chaque bataille, au point d'inquiéter le roi, qui redoute de perdre un tel homme. Sa Majesté trouve bon que vous meniez Vauban avec vous, mais elle vous recommande fort sa conservation et de ne point souffrir qu'il se charge de la conduite d'une tranchée.
Vous savez assez le déplaisir qu'aurait Sa Majesté s'il arrivait quelque inconvénient à Monsieur de Vauban, pour qu'il soit inutile que je vous recommande sa conservation et de vous servir de votre autorité pour empêcher qu'il ne se commette. À la fin de sa vie, Vauban avait fortifié toute la France de ses remparts, reconnaissables entre tous par leurs angles taillés en biseau. Il exerça son génie dans bien d'autres domaines. Outre de curieux traités où il cherche à observer la population et la fécondité des truies dans les campagnes, ça c'est un ouvrage qu'il a intitulé « Ma cochonnerie », il va essayer de réformer l'impôt. Il va proposer un impôt sur le revenu pour toute la population, y compris pour les aristocrates. Évidemment, cette proposition va faire scandale. Elle annonce cependant la Révolution un siècle avant l'heure. Ces propositions vont lui valoir la disgrâce. Cet ouvrage qui propose un impôt sur le revenu va être confisqué. Et le malheureux Vauban mourra quelque temps après de solitude et de dépit. Le destin, comme une marque de respect pour celui qui avait si bien servi son pays, lui épargna la douleur insupportable d'assister à la destruction de son ouvrage le plus éblouissant, le port de Dunkerque. Louis XIV, en signant le traité d'Utrecht, a accédé au désir de l'Angleterre qui a exigé que disparaisse cette citadelle décidément trop dangereuse pour elle. On a donc rasé les fortifications, démoli les écluses. Le port a été comblé, les canaux ont été asséchés. En quelques mois, on a balayé l'œuvre de toute une vie. Le roi Soleil ne pouvait pourtant ignorer qu'en signant ce traité, il offensait la mémoire de celui qui avait été tout au long de son règne l'ingénieur, l'artisan de ses plus belles victoires. C'est la fin de ce double épisode consacré à Vauban, ingénieur militaire de Louis XIV. Pour écouter les autres épisodes de cette série de podcasts consacrés aux passions de Louis XIV, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme de téléchargement préférée. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Christophe Davio. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.